Et puis il y a cette histoire d'hôpital de Nantes. Et cette histoire d'hôpital de Nantes va s'installer sur l'île de Nantes. Ça fait un équipement en plus. Moi, je suis urbaniste. L'île de Nantes, c'est un lieu merveilleux. C'est tout près du centre, c'est un site, il y a plein d'avantages, il y a plein de choses. Et pour une raison qui m'échappe, ça ne marche pas. Il n'y a pas un engouement immobilier qui amène des tas de gens, des tas de Nantais, des gens qui viennent de l'extérieur à s'installer là. C'est très compliqué. Très compliqué. Alors ça finit, ça marche un peu. Mais pour équilibrer la société d'économie mixte, eh bien, on additionne les équipements. Je ne parle pas du palais de justice qui était antérieur, mais une école d'architecture, une école des beaux-arts, un centre de tri, et maintenant l'hôpital, ça vient avec de l'argent public, d'ailleurs, équilibrer une société économique mixte qui a apporté un foncier et des projets, et surtout des penseurs, qui coûtent très cher aux villes. Et si vous regardez bien ces équipements, il n'y en a aucun qui fonctionne l'un avec l'autre. On pourrait imaginer que l'école des beaux-arts fonctionne avec l'école d'architecture. Pas du tout. On pourrait imaginer, etc., etc. Et vous avez donc des objets qui sont là, mis au gré d'opportunités. Le CHU, il n'y a pas de secret, il va remplacer un marché d'intérêt national qui, moi j'ai entendu, et ça c'est rédhibitoire, je ne comprends même pas que j'ai entendu, les gens disent oui, on part de là parce que c'est inaccessible. Alors je me repense à mon accident là, en Vendée, je me dis, ben, si c'est inaccessible la l'île de Nantes, c'est vachement bien qu'il y ait un truc à Pont-Rousseau. Je vais conclure très rapidement, parce qu'on discutera de tout ça. 3 choses. Un hôpital, c'est des patients, eux, ils n'ont pas le choix. Où qu'on les mette, il faut les soigner. Non. Ce sont des soignants. Là, les soignants, où est-ce qu'ils habitent? Où est-ce qu'habitent les soignants? Ben, je peux vous dire que c'est galère pour venir à Nantes, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter, surtout pas de santé. Et les visiteurs. Et cette légende qui pense que les visiteurs seront d'autant plus nombreux à venir à l'hôpital parce qu'ils pourront profiter des avantages qu'ils auraient rue Crébillon et aux Galeries Lafayette, c'est une vue de l'esprit. Ça ne correspond plus à rien, c'est fini ça. C'était il y a longtemps. Mais bon, j'en suis même pas sûr. Et donc, cette espèce quand on doit implanter un hôpital, on doit réfléchir à tout ça. Accessibilité, où sont les malades, c'est-à-dire où sont les quartiers. Les malades, c'est généralement les plus pauvres. Où sont les quartiers les plus pauvres et comment on y accède? Quelle est la mobilité? Je ne vais pas empiéter sur votre discours, cher ami, mais comment on y va? Et il n'y a pas de secret. On y va par les autoroutes et par les périphériques s'ils ne sont pas encombrés. Et fort heureusement, les ambulances ont toujours la possibilité, la capacité de se déplacer sur les zones d'arrêt d'urgence et de pouvoir se doubler un encombrement pour regagner le lieu de l'accident et regagner le lieu de soins. Donc s'il me fallait aujourd'hui comme urbaniste réfléchir, je dirais premièrement moratoire, on réfléchit et on regarde comment ça se passe, surtout après le Covid avec tout ce que ça implique, d'une réorganisation des hôpitaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées au niveau de tas de choses. Et troisièmement, c'est la chose, comment faire quelque chose qui soit au mieux des usages pour les soignants, les visiteurs et les patients. Je vais conclure sur une phrase. Je trouve incroyable que la ville perde son temps à insister pour faire cet équipement, alors qu'ils n'ont jamais encore mis en œuvre un moyen spécifique pour transporter soignants et visiteurs à l'hôpital Nord. Vous débarquez un tramway, vous devez prendre un bus complètement aléatoire. Enfin, mais c'est incroyable, une ville qui est la ville des transports publics, qui a inventé des tas de choses, qu'elle n'est pas un service affecté, appliqué, et qui rentrerait dans l'hôpital, pas à la porte, on est loin de tout, qui rentrerait,
Ça, je ne comprends pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, fort bien étayée d'ailleurs. Je donne donc la parole à Frédéric Hard. Vous avez participé à l'écriture et la diffusion de plusieurs livres sur des projets urbains métropolitains. Actuellement, votre collectif prépare un livre autour de la controverse du CHU et sur la santé globale du territoire. C'est pas assez haut? C'est pas assez fort? Ce projet de transfert du CHU sur l'île de Nantes, est-ce un projet politique de métropolisation et d'attractivité? Si oui, pourquoi? Merci, vous m'entendez correctement là? Ça va? Ok. Donc je présente vite fait le collectif À la Criée, qui est une association non subventionnée qui mène des enquêtes collectives ou participe à des enquêtes collectives existantes et produit des cartes et des livres et des performances autour de ces enquêtes, autour de ces controverses. Et en général, les projets sur lesquels on travaille sont abandonnés. Donc c'est chouette. Voilà. Il y a un an, on a créé un petit groupe de personnes, soignants et non soignants, qui ont bien voulu s'associer pour envisager effectivement un livre d'intervention sur le projet du nouveau CHU, qui était à côté, voire loin de l'hôpital. Et donc cette controverse a un défaut, c'est qu'elle continue de nous centrer sur l'hôpital comme étant la santé. Alors on a vu pendant le Covid que la santé c'était l'hôpital ou inversement, avec toutes les difficultés que ça a produit. Donc moi je vais vous parler là de trois mobilisations habitantes à côté ou loin de l'hôpital, mais qui viennent questionner la santé et qui pourraient toutes avoir des liens avec l'hôpital. Voilà, et renouer des liens avec l'hôpital. La première, c'est la coopérative funéraire de Nantes, créée il y a 4 ans. La seconde, c'est un collectif d'habitants de Sainte-Pazanne mobilisés sur les cancers pédiatriques dans son territoire. Et la dernière, c'est le témoignage d'une sage-femme jeune retraitée syndicaliste. Voilà donc les questions de naître, de mourir et de grandir en bonne santé. Voilà comme des questions assez peu médicales à la base. Et voilà, donc comment ces personnes se mobilisent dans le territoire autour de la question de la santé. Quelques mots donc sur chacune de ces mobilisations. Alors je les traite comme des mobilisations. La coopérative funéraire, c'est une société coopérative en intérêt collectif qui vise à produire un service funéraire éthique, écologisé, accessible. Ça a été créé par un groupe de femmes dont la plupart sont des personnes en situation de reconversion professionnelle et qui avaient des attentes assez fortes en termes de changement de pratique sur le deuil et sur les funérailles. Donc que fait la coopérative funéraire? D'abord, elle a des coopérateurs, des coopératrices. On peut en être membre bien avant sa mort. Voilà, et elle propose donc une approche maîtrisée des funérailles, la relation dans le deuil, l'arrangement préalable des funérailles dans cet état d'esprit, un temps passé avec les familles beaucoup plus long, des cérémonies qui sont préparées, arrangées, qui peuvent se placer dans différents lieux et notamment à domicile, l'accueil des corps à domicile, des prix qui sont transparents et aussi la réduction de la toxicité dans les funérailles. Alors ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, elles assurent 1 à 2% des funérailles dans l'agglomération, donc c'est très petit, mais je crois qu'elles amènent une norme nouvelle dans la question du deuil. Alors en quoi ça concerne l'hôpital? C'est que bien sûr la question de la mort et du deuil est totalement, enfin je veux dire totalement, je caricature volontairement, mais totalement absente de l'hôpital. Hein, la mort en est évacuée, elle en est rendue invisible. Donc voilà cette première mobilisation qui est une sorte d'entreprise coopérative. La seconde, c'est un collectif d'habitants, d'habitantes, mobilisés donc à Sainte-Pazanne
Une association créée en 2019, mais dont les prémices se passent en 2015 lorsque une famille connaît un premier cas de cancer pédiatrique. Et depuis, 24 enfants dans une dizaine de communes autour de Sainte-Pazanne ont développé des cancers pédiatriques pour un ratio théorique de 7 enfants sur la zone. Voilà, en 2017, ils contactent l'ARS avec une réponse qui mettra 1 an à venir. Et ce qui est assez étonnant, les parents au départ se rencontrent à l'hôpital, dans le service, sans que le service le sache ou s'y intéresse. Et au fond, il y a comme une rencontre ratée entre l'hôpital et les familles. L'hôpital n'ayant pas les moyens, le temps disponible pour s'intéresser aux conditions d'émergence d'un cluster de cancer pédiatrique dans un territoire donné, alors même que les parents se rencontrent dans ce service. Voilà, le collectif est créé en 2019, obtient de l'ARS puis de Santé France une enquête épidémiologique qui n'aboutit à rien, qui est clôturée, donc on peut dire que c'est un échec partiel, puisque pour les agents de santé, en fait, les résultats sont nuls, le sujet est trop complexe, il y a trop de paramètres. Voilà, mais on pourrait dire aussi que c'est une mobilisation assez remarquable par la qualité de l'enquête auprès d'un certain nombre de partenaires, de registres sollicités, le fait d'aller rechercher des alliés dans différents domaines, que ce soit des médecins, que ce soit des élus, mais aussi d'autres collectifs œuvrant sur la santé, avec notamment des médecins généralistes qui assurent un certain lien entre tous ces collectifs travaillant sur la santé environnementale. Le troisième entretien, c'est avec une sage-femme, jeune retraitée. Les jeunes retraités, vous le savez, sont des gens très intéressants puisqu'ils ont une très grande connaissance historique d'un domaine donné. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'accouchement à Nantes? C'est qu'il est extrêmement concentré dans 4 lieux. Le CHU, la maternité du CHU étant l'un de ces lieux, saturé, soumis à une demande supérieure à l'offre du CHU, et que ailleurs, le marché de la maternité a été extrêmement concentré, notamment à la polyclinique de l'Atlantique et puis à la clinique Jules Verne. Alors, on pourrait dire aussi que dans cette agglomération qui revendique une forme d'exemplarité écologique, relationnelle, il n'y a pas de maison de naissance, il n'y a pas de plateau d'accouchement physiologique. Il y a très peu de sages-femmes qui assurent la possibilité d'un accouchement à domicile. Elles sont plutôt dans le périurbain, ne sont pas installées dans l'agglomération. Alors même que beaucoup de femmes sont représentées dans les débats municipaux, c'est un sujet qui n'a pas vraiment émergé. Voilà, il y a quelque chose qui est défaillant ou qui manque à cet endroit de la politique de santé dans l'agglomération. Alors, incidemment, on apprend qu'un projet de maison de naissance avait été évoqué et porté en fait au sein de la maternité du CHU et qu'il a été finalement abandonné au fil de l'eau et que peut-être qu'il y a là un objectif intéressant en termes de santé à l'échelle métropolitaine. Alors voilà, de ces 3 entretiens, je vous fais part de quelques hypothèses qui pourraient alimenter notre travail sur un livre possible de ce CHU. La première hypothèse, c'est que en se centrant uniquement sur la question de l'hôpital, sur le curatif hospitalier, voilà. On a comment dire ça, la centration plutôt de la santé sur l'hospitalier, sur le curatif hospitalier. En fait, elle accompagne toute une série de concentrations. Concentration, bien sûr, de l'hôpital public dans ses sites, concentration des cliniques privées, concentration des ambulances, concentration des pompes funèbres, concentration des maternités. Ce phénomène de concentration, voilà, des pharmacies, on le voit dans tous les entretiens. C'est le phénomène majeur. Et donc, il s'accompagne aussi d'une forme de concentration spatiale dans ce projet. Et je pense que toute forme de concentration, évidemment, s'éloigne des questions de relations, de care, d'attention à la personne. Et du coup, la concentration de l'ensemble de ces services que je viens d'évoquer, comme la concentration d'un nouveau CHU à cet endroit,
attire l'attention, concentre l'attention, les ressources à un seul endroit, et donc provoque des effets distants en dehors de ce territoire. L'autre hypothèse, c'est que la centration de la santé sur l'hôpital, elle est associée à une faible connaissance de la santé environnementale, qui se voit dans les trois entretiens, un manque de données, un manque de capacité de réactivité des services à recevoir les questions émergentes, à recevoir la demande des patients, une certaine volonté de ne pas savoir et de rester dans une santé purement curative. Ce qu'on pourrait appeler le tournant participatif qu'on a dans différents secteurs de la société. On l'a dans le domaine de la santé, mais on peut dire que les différents entretiens révèlent qu'ils dysfonctionnent. Enfin, évoquer la naissance, la santé des enfants, le deuil, comme des entrées principales de santé, des entrées écologiques dans la santé. Ça serait pour nous de dire qu'on ne peut pas se contenter de critiquer ce projet, ou même de rester sur la dimension purement hospitalière, mais que cette controverse peut offrir l'avantage justement d'ouvrir ou de réouvrir des chantiers qui sont pour l'instant en dehors, on pourrait dire, des questions politiques locales. En dehors même de la politique. Alors les trois mobilisations que j'ai évoquées, elles ont aussi une caractéristique assez importante pour moi, c'est que les personnes rencontrées, ce qu'elles nous racontent, je trouve ça, dans leur domaine respectif, c'est des positions qui sont assez radicales, on va presque dire assez révolutionnaires, mais que pour autant, ces personnes ne les voient pas comme telles, elles les voient comme une bonne pratique à l'intérieur de chacun de leurs domaines. Alors, ça pose un certain nombre de questions, ça veut dire que ces mobilisations sont des mobilisations qui sont partielles, que ces personnes ne sont pas reliées entre elles. Il n'y a pas de lien entre la coopérative funéraire, une enquête de parents sur des cancers pédiatriques ou bien le travail des sages-femmes pour la création de maisons de naissance. Et pourtant, ce sont des sujets qui m'apparaissent en tout cas très fortement liés. Peut-être cette controverse pourrait nous amener à créer, comme vous le faites là dans ces mardis de la santé et dans tout le travail des différents collectifs, à faire apparaître l'ensemble des questions de santé dans lesquelles l'hôpital est un point haut, mais uniquement un point haut, et que du coup, je voudrais savoir profiter de toutes ces mobilisations, je pourrais en citer d'autres, autour de l'amiante, autour de la santé des dockers, autour de la santé même des animaux, autour des éoliennes, qui sont des cas en Loire-Atlantique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va donc pouvoir après continuer avec vous, Monsieur Patrick Hugh. Donc, je pense que les sujets qui viennent d'être évoqués vous ont parlé, des questions d'accessibilité, de concentration, de relation entre le métier et les patients. Donc, est-ce que déjà vous pourriez commencer par nous présenter le métier d'ambulancier? Je pense que c'est pas forcément connu de tout le monde. Et puis après, comment, selon vous, ce projet modifiera-t-il votre travail auprès des patients et quelles seraient les bonnes conditions pour une prise en charge de ces patients, selon vous? Alors, la présentation du métier, oui, c'est un métier qui est très méconnu. Donc, l'ambulancier, c'est d'abord, on dépend du ministère des Transports pour ce qui est de notre convention collective, et puis du ministère de la Santé pour ce qui nous régit en lien avec les ARS. Notre formation, elle est de 6 mois, et la principale activité d'un ambulancier, évidemment, c'est de prendre en charge un patient à la demande soit d'un service hospitalier, soit d'un médecin généraliste ou soit du SAMU Centre 15. Alors ici, sur le département, c'était un département très spécifique, puisque c'était un département fortement organisé
sur la réponse à l'aide médicale urgente, puisque c'était le département qui présentait le moins de carences au national, et c'est le département qui travaillait le plus en complémentarité des autres acteurs, qui travaille encore le plus en complémentarité avec les autres acteurs, c'est-à-dire aussi bien le SAMU que les sapeurs-pompiers. On a un rôle complémentaire et ça fonctionne plutôt bien ici. Alors, moi je suis ambulancier déjà depuis un petit moment. Historiquement, même, je suis né sur l'île de Nantes et notre entreprise se situait sur l'île de Nantes. Alors, il faut savoir que depuis 1987, nous sommes soumis à un numerus clausus, donc pas de véhicules supplémentaires de mise en circulation. Ce qu'on appelle une autorisation de mise en circulation délivrée par les ARS ne sont plus délivrées à l'heure actuelle. C'est normal, on est au quota, donc pas de mise en circulation supplémentaire. Sauf que depuis 1987, on a pris quand même quelques milliers d'habitants supplémentaires et la situation urbanistique a beaucoup évolué. Alors ça a été la première difficulté à laquelle on a pu à peu près répondre. Et ça tombe bien, quand vous parliez de centralisation, bah oui, on l'a vu arriver, la centralisation. Avant, c'était une profession très improvisée. On avait une multitude d'entreprises, mais c'était des entreprises à taille humaine, où on connaissait le patient, on connaissait la famille, il y avait un lien humain. Et on a vu arriver des groupes qui ont investi dans le transport sanitaire. Et la désorganisation qui s'est faite, c'est tout simplement que, vu les difficultés de circulation, vu les difficultés aussi de maintenir ce type d'activité en milieu urbain, souvent les gens, on parlait par exemple des horaires, quand on est ambulancier, on est souvent en horaire décalé, donc on n'habite pas en milieu urbain, on habite plutôt dans la première, dans la deuxième couronne, donc pas de transport en commun, donc on vient en véhicule. Donc difficulté pour les ambulanciers de stationner auprès des structures, difficulté pour les structures pour garer les véhicules. Donc ça a été la première grosse difficulté. Puis là après, on a eu le rachat des entreprises par des gros groupes et qui ont centralisé. Alors on a l'exemple parlant. On avait plusieurs sociétés qui se trouvaient sur l'est de Nantes, Boulon, Saint-Joseph-de-Porterie, Rond-Point de Paris. Ces entreprises-là ont été reprises par un grand groupe qui s'est déplacé sur Orvaux. Grosse difficulté pour toute la patientèle pouvait se trouver sur l'est de Nantes. Vous le voyez à l'heure actuelle dans les journaux, etc. On ne trouve plus de véhicules qui veulent faire ces trajets-là, c'est-à-dire de déplacer le véhicule sur le secteur d'Orvaux pour venir prendre un patient, surtout en ce qu'on appelle en transport acide, un véhicule sanitaire léger, peut prendre un patient sur l'est de Nantes pour des soins. C'est une situation réellement catastrophique. Et qui en plus s'est empirée depuis 2018, car là on a vu arriver un consortium qui est Keolis, et la SNCF derrière, et qui eux ont repris un gros groupe, et comme vous voyez souvent sur le passé dans l'agglomération nantaise, des véhicules, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais le dire, Jussieu Secours. Et bien Jussieu Secours, c'est la SNCF derrière. Et la SNCF, on le sait bien, ça fonctionne, hein. On voit les résultats qu'ils dégagent tous les ans. Donc c'est course au profit, mais sauf que ça ne marche pas plus qu'avec les trains. Et la première valeur d'ajustement, c'est le patient. Donc là, vous voyez les patients qui ne sont pas pris en charge, donc surtout les enfants, parce que les soins itératifs en pédiatrie, ça peut être compliqué d'organiser. Alors avant, l'ambulancier, il connaissait humainement la famille, il connaissait humainement l'enfant. Si celui-ci changeait d'école, il suivait quand même. Là, c'est plus le cas. Il ne rentre pas sur la ligne. D'ailleurs, les gens qui gèrent ces parties-là ne sont plus des ambulanciers, ce sont des logisticiens, à tel point que sur les derniers statuts de notre association qui organise la réponse à l'aide médicale urgente, on a été obligé de mettre que pour les gens qui faisaient partie du CA, il fallait qu'ils aient au moins un diplôme qui leur permettait d'exercer notre profession. Parce qu'on se trouve avec des logisticiens et on parle pas le même langage, quoi. Donc c'est ratio, c'est économie, et on laisse les véhicules sur parc. Alors déjà on a un numerus clausus, et en plus les véhicules sur parc. Donc les patients sont plus pris en charge. Là, on est encore plus inquiet parce que les difficultés, si on met l'hôpital sur l'île de Nantes, on va accentuer encore plus les difficultés d'accès.
Là, on est toujours contraint avec le nombre de véhicules. C'est une catastrophe. Alors qu'on a en plus, on va multiplier la difficulté de circulation. Il faudra bien que les gens ils viennent travailler, hein, parce que malgré tout, l'hôpital, c'est minimum 5000 personnes par jour, plus les familles. Tous ces gens-là, vous disiez, ils n'habitent pas forcément en première ou deuxième couronne, donc ils ont leur propre véhicule. On fait comment, quoi? Tous les jours, on est pris dans les embouteillages. Nous, on a quitté l'île de Nantes à cause de ça, en partie. En partie parce que c'était difficile de sortir de l'île tous les jours. Là, on met l'hôpital sur l'île. C'est inconcevable. Alors, on parlait de l'Hôtel Dieu. Alors oui, l'Hôtel Dieu à Paris, c'est intéressant parce que bon, maintenant, l'Hôtel Dieu est quasiment fermé, hein, dû justement aux difficultés de circulation. Il n'y a plus de service d'urgence à l'Hôtel Dieu. Mais par contre, quand l'Hôtel Dieu a été construit, nos ancêtres, ils ont moins pensé quelque chose. Il y avait un accès fluvial pour l'Hôtel Dieu. Il y avait un accès fluvial. Eh bien, ça peut peut-être paraître ridicule, mais moi je trouve ça inconcevable qu'on met l'hôpital sur l'île et on ne pense pas à un accès fluvial. Ça paraît peut-être utopique comme ça. Mais comment que ça se passe à Venise quand on doit transférer un patient à Mestre? Eh bien, le bateau ambulance, il emmène le patient à un quai spécialement aménagé et on évacue après par voie terrestre. Pourquoi ne pas se rapproprier un peu la Loire? On tourne le dos à notre fleuve, mais là on pourrait peut-être se rapproprier. Enfin, là je sors un peu du sujet, mais faut trouver des solutions. Mais en attendant, moi le plus simple que je vois pour notre métier, pour accéder, ça serait quand même l'hôpital Nord, quoi. Les rocades, alors on va dire le périph' est bouché. Oui, peut-être, mais j'ai un peu l'habitude, enfin je pense, nous sommes aussi, on prend en charge aussi les équipes de transplantation. Donc, les équipes de transplantation et Nantes, c'est plutôt un pôle important pour ce qui est cœur-poumon. Et quand vous transférez un cœur, le temps d'ischémie, il est très important. Très important. Et quand l'équipe va prélever à Marseille, en avion, on a 4 heures. Le temps d'ischémie, c'est 4 heures à peu près. Donc, l'aéroport de Marignac, il est loin de Marseille. Donc, le temps, là, déjà, le chrono tourne. Le temps de vol, le temps qu'il arrive à l'aéroport, et là, il faut qu'on le prenne en charge. Il faut l'emmener à l'hôpital Nord. Et malgré tout, s'il faut aller à l'hôpital Nord, c'est beaucoup plus rapide que d'aller à l'Hôtel Dieu. Parce que sur la rocade, on passe au milieu, quoi. On passe au milieu des fils. Et là, d'ailleurs, il y a un travail, une réflexion qui est faite de façon à ce que les gens, quand ils vont être sur les rocades, automatiquement, comme ça se fait dans d'autres pays, laissent la voie de sécurité au milieu. Donc, vraiment, pour accéder, et on le voit ailleurs, hein, il n'y a personne d'autre qui a cette idée un peu folle de mettre un hôpital au milieu de l'île, quoi. Non, sérieusement, la rocade, l'accès le plus facile, ça reste ça, quoi. Et surtout que vous parliez de la population, ben oui, justement, 60% de la population hospitalière, des hospitalisés, sont au nord-ouest, les quartiers nord, etc. C'est une patientèle importante pour l'hôpital. Donc on voit bien que c'est pas réfléchi. Alors, une fois de plus, nous on n'est pas on nous concerte jamais de toute façon. On a l'impression que les patients ils viennent en bonne santé à l'hôpital, que tout va bien, c'est formidable. Moi je me souviens quand j'ai commencé le métier, en 83, à Nantes, le sas des urgences, il se trouvait dans la cour de l'Hôtel Dieu, à place Alexis-Ricordeau. À cette époque-là, en 83, je déposais les patients dans un sas fermé. On pouvait mettre 4 véhicules. Le sas était fermé et chauffé. Après, on a refait les urgences. Alors là, c'était extraordinaire. On les déposait sous la pluie. Vous avez une grosse ouverture. Et à ce moment-là, il n'y avait pas le bâtiment des labos qui se trouve en face Loire. Donc vous aviez le vent d'ouest qui s'engouffrait dedans. C'était formidable. Quand vous avez un patient l'hiver, que vous sortez de l'ambulance qui se prend la bourrasque de vent, le choc thermique, il est appréciable. Les choses ont évolué. On a refait le sas, etc. Maintenant, effectivement, on est à peu près à l'abri, sauf qu'on dépose les patients sous des excréments de pigeons. On a beau le dire, tout le monde s'en fout. Mais on est tous des patients potentiels, quoi. Mais personne ne nous considère.
mais c'est pas nous, parce que à travers nous, c'est les patients qui sont derrière. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions dans le public concernant ce travail. En attendant, je vais laisser la parole à madame Agnès Moussion. En tant qu'enseignante d'économie et de gestion, pouvez-vous nous dire sur ce projet qui à ce jour annonce un coût de 1 milliard d'euros? Ce milliard pour la santé, cela sonne comme une excellente nouvelle, non? Alors, je vais parler de l'organisation du CHU, parce que les 2 mardis d'avant, il y a eu quelques petites questions sur qui décide, comment ça se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on ne nous concerte pas, qu'est-ce qui se passe. Et la réponse qui nous est faite, et c'est l'État qui décide. Plus haut, c'est mieux comme ça. Donc, qui décide? Le CHU de Nantes, comme tous les CHU de France, il y a un directeur général ou une directrice générale. Là, c'est un directeur. Ensuite, il y a un directoire qui le conseille, qui l'aide et qui prend ses décisions en fonction des contrats d'objectifs et de moyens fixés par l'État. L'État discute avec les agences régionales de santé et fixe des objectifs, et les agences régionales de santé discutent avec le directoire qui ensuite discute avec le directeur. Et enfin, vous avez un conseil de surveillance qui là est un organe très très important, un organe de délibération, un organe qui contrôle la gestion de l'hôpital et qui approuve les comptes. Et la présidente de ce conseil de surveillance, c'est la maire de Nantes. Alors les ARS, quand ils ont été créés en 2010, il y avait 3 priorités fixées par l'État. Alors je vous les lis, je ne les connais pas par cœur. Vous allez voir, elles sont vraiment très très bien et elles s'inscrivent dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Le premier, c'est amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Je pense qu'on est tous d'accord. Promotion de l'égalité devant la santé. Nous sommes tous d'accord aussi. Développement d'un système de santé de qualité, accessible et efficient. Là, je vais prendre le temps de faire une petite analyse d'économie-gestion. Il y a 2 termes extrêmement importants qui sont efficacité et efficience. Quelle est la différence entre les deux? Efficacité, c'est quand vous réussissez à faire une tâche dans le temps qui vous est imparti. Vous êtes efficace. Vous êtes efficient quand vous faites cette tâche avec moins de temps que ce qui était imparti. Et on voit bien que dans la gestion des hôpitaux, à entendre les soignants qu'on a entendus, à entendre aussi les patients maintenant qui se plaignent pas mal sur l'hôpital, on voit bien que le terme d'efficience a été particulièrement bien développé. Et pour aller financer cet hôpital sur l'île de Nantes, il va falloir encore améliorer l'efficience du CHU de Nantes. Donc ça veut dire encore améliorer, diminuer le temps de travail des soignants et participer à un traitement des patients qui soit un petit peu moins bon, moins efficace. Deuxième partie que je voulais vous entretenir, pardon, c'est quels sont les revenus des CHU. Donc vous avez d'abord la sécurité sociale, vous avez les collectivités locales, vous avez les mutuelles, vous avez les caisses de prévoyance et vous avez les ménages. Donc tout cet argent provient des citoyens, des salariés avec les prélèvements qui sont faits sur les cotisations, sur les salaires, les cotisations, les chefs d'entreprise avec les prélèvements faits eux aussi, et enfin les ménages avec les impôts. Donc c'est l'argent des citoyens. Donc on pourrait penser qu'à un moment, on peut demander aux citoyens ce qu'ils veulent faire de cet argent. Actuellement, le choix qui est fait, c'est effectivement, comme ça a été évoqué, le choix d'un pôle technique. Autour, il y a des hôtels avec un développement de l'ambulatoire. Donc vous rentrez la journée, le soir, vous n'êtes pas en état de partir
dans le busway ou en tramway, parce que vous avez été opéré, et donc vous allez dans ces hôtels, ou bien aussi vous allez directement dans des hôpitaux privés. Donc c'est la sécurité sociale qui paie ces hôpitaux privés pour des grands groupes comme Jussieu, même si Jussieu c'est la SNCF, c'est plutôt public, pour des grands groupes qui vont en plus vous demander des dépassements d'honoraires. Alors est-ce que c'est ce modèle-là que nous voulons? Eh bien, c'est à discuter, nous, citoyens. Est-ce que c'est ce modèle-là que les États, enfin nos gouvernants veulent? En tous les cas, ils ne nous le disent jamais très clairement. Alors qu'est-ce qui va se passer pour le déplacement sur l'île de Nantes? Donc le CHU va payer ce nouvel hôpital. Donc l'objectif c'était au départ de vendre la ENEC pour récupérer l'argent du foncier pour mettre sur l'île de Nantes. Donc là c'est un petit peu du plomb dans l'aile parce que on s'aperçoit que la métropole a grandi, que plus en plus de gens viennent l'habiter et que l'hôpital sur l'île de Nantes va être probablement trop petit. Comment gérer cette situation de deux façons, diminution des lits et développement de l'ambulatoire pour que cet hôpital puisse remplir toutes ses fonctions. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont certainement être améliorées, je suppose, parce que le modèle qui est proposé n'est quand même pas vraiment un modèle viable, donc j'espère qu'il sera amélioré. Comment financer cet hôpital? Donc, le CHU apporte de l'argent par la vente de la ENEC qui reste encore vendable sur une partie. L'État apporte une autre partie et on a vu que le Premier ministre est venu mettre une rallonge parce qu'1 milliard, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça fait beaucoup pour une métropole comme Nantes dépenser 1 milliard dans un CHU? Je pense que non. Nous sommes nombreux, nous voulons un CHU qui soit performant et pourquoi pas 1 milliard, c'est que là encore aux citoyens d'en décider. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce milliard sera largement dépassé si la construction se fait sur l'île de Nantes. Vous parliez de l'accès aussi à la ENEC, à l'hôpital Nord. Il n'y a rien de développé sur les trams, sur les transports en commun pour accéder à cet hôpital. Par contre, il y a déjà plus de 300 millions d'euros qui ont été programmés par Nantes Métropole pour accéder à l'hôpital sur l'île de Nantes. Donc peut-être que cet argent pourrait être mieux employé. Ensuite, le 1 milliard, il sera dépassé au minimum d'un tiers et jusqu'au maximum 70%. Donc vous voyez qu'on est très loin de ce milliard. On sera largement au-dessus parce que l'île de Nantes en plus est un site spécifique et qu'il faut l'aménager d'une manière spécifique. Et enfin, la dernière partie pour le CHU de Nantes, c'est d'améliorer sa marge brute. La marge, c'est la différence entre vos recettes et vos dépenses. Qu'est-ce qui vous reste? Donc normalement sur un CHU qui est là pour s'occuper des patients, de les accompagner au mieux dans tous les aspects qui ont pu être évoqués, eh bien normalement il devrait être de zéro, ce solde. Donc les recettes, ce sont les actes médicaux, donc c'est la sécurité sociale qui verse au CHU, et les dépenses, ce sont les dépenses des soignants, les dépenses des techniciens, de toutes les personnes qui travaillent sur le site. Et donc l'hôpital de Nantes, le CHU Hôtel-Dieu, dégage une marge brute avec beaucoup de dégâts. Les soignants en ont déjà parlé, beaucoup de choses qui ne vont pas, des gens malades, des arrêts de travail. Et on va demander à ce même hôpital, une fois qu'il sera arrivé sur l'île de Nantes, de faire encore plus de marge, donc encore moins de soins, encore plus d'efficience. Et là, on se demande jusqu'où ça pourra aller. Et probablement, la Chambre régionale des comptes le souligne, probablement que le CHU Hôtel-Dieu actuellement ne pourra pas financer le CHU sur l'île de Nantes. Voilà où on en est. Nous sommes devant des choix, le chef CHU aussi, et est-ce qu'on laissera se dégrader à nouveau notre système de santé? La question est ouverte, elle est posée, et est-ce que ce lieu est le plus adapté? Nous y répondrons, nous essaierons d'y répondre mardi prochain. Pour revenir sur l'hôpital, un des éléments qui a été évoqué, c'est la concentration. L'efficacité est augmentée en concentrant l'hôpital sur l'île de Nantes sur un site unique.
Or, c'est complètement faux. Si on regarde à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, les hôpitaux sont éparpillés, ils ont plusieurs sites, ils ne sont pas centralisés sur un seul endroit. Donc cet argument-là ne tient pas la route. Deuxième problème, c'est les risques d'inondation, ça on l'a souvent évoqué. Il y a plusieurs immeubles récents sur l'île de Nantes qui ont les sous-sols inondés. Hein. Un expert m'a dit il en connaissait au moins 6, et un spécialiste en cuvelage a refusé de répondre à l'appel d'offres du CHU qui avait trop de risques d'inondation. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et puis, vous avez dû entendre récemment que Confluent allait refaire complètement leur service d'urgence. Ils vont faire un super service d'urgence. Donc on va trouver 2 services d'urgence à Nantes, polyvalents, face à face. Plus rien au centre, plus rien au nord. Il y a quand même des services d'urgence plus au nord, mais qui sont plus spécialisés. Il n'y a pas les dégâts de services d'urgence. Il n'y en aura que 2 face à face. C'est un non-sens. En fait, et puis dernier point que je voudrais évoquer, ça n'a jamais été évoqué, ce sujet-là, c'est peut-être tabou, peut-être on ne peut pas l'évoquer au sein des CHU, c'est la réorganisation du fonctionnement des CHU. Je connais bien, j'y ai travaillé. En France, dans les CHU, 36% des gens qui y travaillent n'ont aucune activité de santé, n'ont aucun contact avec le personnel, avec les gens soignés. Vous allez me dire, c'est normal, il y a les cuisines, il y a l'entretien, etc. Sauf qu'au Danemark, c'est 11%, et en Allemagne, c'est 25%. Donc il y a peut-être là aussi un problème de réorganisation, avoir plus de personnel soignant, en faisant peut-être des économies sur un personnel qui pourrait être plus restreint par ailleurs. Si les autres pays qui nous entourent fonctionnent comme ça, il y a sans doute des raisons. Et puis, vous vous inquiétez parce que les familles ne pourront pas venir voir les patients parce que ce sera très difficile d'accès. Rassurez-vous, on va faire de l'ambulatoire. Les patients seront sortis avant même qu'on ait le temps d'aller les voir. Donc de ce côté-là, on peut être totalement rassuré. L'ambulatoire, pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. Hein. Voilà. On dit on fait de l'ambulatoire pour faire plaisir aux patients. En fait, c'est pour faire plaisir à l'hôpital parce que ça va faire rentrer beaucoup plus d'argent à l'hôpital. C'est plus facile, c'est plus lucratif de faire 5 interventions chirurgicales sur un même lit dans une semaine que garder le patient toute la semaine. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions en public? Oui, je rebondis sur les problèmes de rassemblement de services hospitaliers dans le cadre d'un CHU. Je pense intéressant que un CHU, c'est quoi? C'est un rassemblement de services très spécialisés, de médecine de pointe, et de recherche médicale, associés à des laboratoires de recherche et éventuellement des industries de biotechnologie. Et je pense que le rassemblement intelligent de ces services éventuellement pavillonnaires permet un contact, un échange permanent entre les gens qui travaillent dans ces services, et c'est très stimulant de travailler en groupe. Par contre, je pense qu'à côté d'un CHU, il faut penser le CHU dans un territoire de santé large, et notamment en relation avec les médecins généralistes et en relation avec les hôpitaux de proximité et les hôpitaux généraux. Et je pense que si on met, je partage totalement l'opinion qui a été exprimée, qu'un CHU sur une île et l'île de Nantes centralisée est une aberration, pour un tas de raisons qu'on pourra redire. Mais par contre, un CHU tel que je l'imagine sur un site de 50 hectares au nord, associé à aux hôpitaux généraux et notamment à la mise en place d'un hôpital général de proximité à Nantes, permettrait une organisation correcte de la prise en charge de la santé territoriale. Et je pense que plutôt que de détruire l'ANEC, on peut garder l'hôpital l'ANEC et imaginer un CHU qui se construise à côté de cet hôpital et autour de cet hôpital. L'Hôtel-Dieu, je pense qu'on peut imaginer que les bâtiments neufs de cet Hôtel-Dieu, comme la maternité par exemple, la maison de la mère et de l'enfant, qui sont pratiquement neufs, pourraient être réaménagés en hôpital de proximité général. Et à ce moment-là, ces hôpitaux de proximité prennent en charge les soins courants et les urgences courantes
de la population en soulageant d'autant le CHU qui peut se consacrer à ses spécialités et en soulageant les urgences du CHU qui n'a pas à soigner les petits bobos du quotidien, mais à se consacrer aux urgences vitales. Donc je pense que, encore une fois, on en parlera dans 10 jours, mais une des organisations intéressantes de cette structure hospitalo-universitaire, c'est qu'elle soit dans un site accessible, avec une surface suffisante pour s'étendre. On ne construit pas un CHU pour 10 ans, mais pour 50 ans. Donc il y a des évolutions techniques extrêmement importantes, médicales importantes, de recherche importante, et il faut absolument avoir une surface assez large pour permettre cette évolution, et l'île de Nantes, avec 10 hectares, ne le permet pas. Le Nord, éventuellement, et Dieu sait s'il y a de place possible autour de Nord, mais il y a peut-être d'autres lieux potentiels. Ben voilà, donc c'est un peu cette évolution territoriale, de coopération territoriale, d'un CHU avec des hôpitaux de proximité, et pourquoi pas avec le public, avec le privé, pardon, mais surtout avec les médecins généraux, médecins généralistes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais réagir, si vous permettez, je voudrais réagir tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. On n'est pas là pour discuter de la construction d'un hôpital banal, mais d'un CHU. Et il faut savoir quand même que le CHU de Nantes fait partie des plus importants CHU de la France. On est dans le top 5, du moins on l'était. Si on continue dans le programme à venir, on ne le sera plus. Qu'est-ce que c'est qu'un CHU? C'est l'association des soins, de la recherche et de l'enseignement. Et c'est normal qu'on veuille regrouper, comme l'a très bien expliqué mon collègue, qu'on veuille regrouper ces trois entités sur un même lieu géographique, pour des raisons d'efficacité et en même temps d'attraction sur des start-up, sur des laboratoires de recherche, et même des entreprises. Ça, c'est important. Et il n'y a qu'à regarder ce que font d'autres villes de France, comme ça a été rappelé par certains des orateurs précédents, que vous alliez à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, etc., vous apercevez que le CHU n'est pas au plein centre de la ville, que de chasse, il n'est pas sur la place Rose à Toulouse. Donc, il ne faut pas se fixer là-dessus, quand en plus, c'est difficilement accessible. Mais il faut bien comprendre qu'on est là dans une réflexion pour un matériel qui n'est pas un simple hôpital basique d'une ville, mais d'un hôpital de région. On dit d'ailleurs que c'est un CHRU, Centre hospitalier régional et universitaire, et que la notoriété nantaise dans bien des disciplines depuis des années fait que ce retentissement est extra-régional, dépasse largement la région, est reconnu dans la France et même, je peux vous le dire par expérience, à l'étranger. Donc ne gâchons pas cela en mettant ce futur hôpital dans une petite chaussette de pointure pour bébé. Merci beaucoup. Vous avez demandé le micro. Je voudrais, par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que les autres sites, il suffit de regarder, quoi, et que le site qui est choisi est un site étroit, petit, et donc pas du tout à la dimension. Moi, je travaille depuis 25 ans avec la Columbia University à New York, avec l'école de santé publique. Et pourquoi je travaille avec eux? Parce que j'ai un discours d'urbanisme, et du coup, ils ont appelé leur école École de santé publique et d'urbanisme. Parce que c'est important. Alors, vous allez me dire, l'urbanisme, c'est un truc... Et là, je veux m'expliquer, et ça rentre complètement dans votre sujet. Il y a deux sortes d'urbanisme. Il y a un urbanisme que j'appelle immobilier, c'est-à-dire on a des terrains, on les remplit, on passe au suivant, on fait des objets à côté des objets. L'île de Nantes, c'est ça. C'est des objets à côté des objets. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas un endroit... si, vous allez me dire, ben si, il y a l'éléphant. Mais l'éléphant, c'est une distraction, c'est un parc de procès, quoi, ou le jardin des plantes, c'est une distraction. C'est pas une concentration, c'est pas la place Rallin, pour prendre un exemple. Mais surtout, ce qui est important, moi, ce que je défends, c'est l'urbanisme que j'appelle culturel. Qu'est-ce que c'est que l'urbanisme culturel?
c'est l'urbanisme pour les gens. C'est l'urbanisme pour les commerçants, pour des habitants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur désir? Et quand on parle d'un urbanisme de santé publique, qu'est-ce que c'est que la santé publique aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le meilleur moyen de répondre à la santé publique sur une métropole comme la métropole de Nantes? À partir de ses acquis, elle est dans l'histoire, je vais dire ça parce que je suis ici. Hein. Quand on parle de Ange-Guépin à Nantes, bon, on en parle un peu. Quand on en parle dans une conférence à Paris, je me rappellerai toujours, c'était à Beaudeloc, je cite Guépin, et on vient me voir, on me dit, mais comment tu connais, l'architecte, comment tu connais Guépin? Vous ne pouvez pas dire, c'est un Nantais. Et quand vous allez aux États-Unis, et que vous citez Guépin, c'est pas Guépin, ils disent Guépin. Et il est totalement connu. C'est lui, c'est la base même de l'observation de cette ville par rapport, c'est magnifique, par rapport à la mortalité. Il remarquait qu'il y avait des endroits, des rues où on mourait plus que d'autres. Et ça, c'est intéressant. Parce que si on reporte la réflexion de Guépin sur Nantes, je vais mieux vous dire qu'il y a plutôt à rechercher l'hôpital Nord, ou pas loin de l'hôpital Nord, enfin plutôt dans cette partie, je reviens là, où sont les populations les plus pauvres, c'est-à-dire les plus malades, les plus qui ont besoin de plus de santé publique que quand on habite ici, encore ici. Voilà. Précisez ça. Si je peux vous dire, à Pau, je suis urbaniste de Pau. Bon, il y avait un hôpital en cœur de ville. Et il crevait, ça, il ne pouvait pas s'étendre, il ne pouvait pas... Bon. Et alors je me rappelle, je dis, on fait une réserve sur ça s'appelle le plan d'occupation des sols, une réserve d'un grand terrain au nord de Pau pour faire l'hôpital. J'avais fait ça avec la complicité du directeur des services techniques. Il dit, on marque, on réserve ça, hein, c'est tout bête, mais on réserve. Et tout le monde lui dit, mais vous êtes cinglés, il n'est pas question. Il n'y a aucun, ce que je vous raconte, c'était en 1978. Il n'y a aucune programmation depuis tôt à Pau. Enfin, j'ai dit oui, mais on peut prévoir, on peut, s'il y en a, s'il doit y avoir quelque chose, bon, arrive 81, tout d'un coup tout change, on regarde la santé publique, ça bascule, et il y a un hôpital à Pau qui est dans un site formidable, qui peut encore s'agrandir, qui, voilà, pour faire un petit hôpital, c'est pas un CHU. Mais ça, j'étais clairvoyant. C'est le boulot des urbanistes, et là on est dans un, je répète, dans un site, je dis pas plus qu'on a dit, plus étriqué. C'est-à-dire que c'est une vue étroite, vous avez tout à fait raison. Merci. Je crois qu'on a... Ah, très bien, une question. Alors, moi, je vais tricher un peu, je vais faire une vraie question, qui était que, alors, par ailleurs, je fais partie du collectif sur Stop Transfert, donc on a beaucoup discuté du projet, mais un truc que j'ai jamais vraiment compris, c'est que quand on parle du financement du projet, alors peut-être Agnès, toi, tu as des réponses là-dessus, on dit la vente de l'ANEC, ça va permettre de financer, mais le foncier de l'Hôtel-Dieu, il pourrait permettre de financer des trucs, non? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment on parle toujours du foncier de l'ANEC, alors que le foncier de l'Hôtel-Dieu, pour essayer d'être au courant du prix du mètre carré à Nantes, j'imagine pas combien ça vaut en valeur, là, cet espace-là, dans le centre-ville, je pense que c'est délirant. Et du coup, je suis curieux dans la perspective d'un transfert, comment ça fait pas une source financière qui est plus importante que quelque chose. Donc peut-être il y a quelque chose d'évident que je loupe, mais c'est juste que j'étais curieux de ça. Merci. On a une deuxième question, je crois. Bonjour. Moi je suis Élise, je suis infirmière sur CHU et je suis représentant du personnel au syndicat CGT du CHU Nantes. Donc merci sincèrement pour toutes vos interventions parce qu'elles sont toutes complémentaires et elles apportent beaucoup dans le débat. Là ce qu'on peut voir avec l'aspect au niveau architectural, qu'en fait il est important d'avoir une vision globale et répondre vraiment aux besoins de la population. Et ça, c'est le b.a.-ba. Et on ne peut pas comprendre qu'on puisse construire un hôpital sans se poser ces questions essentielles.
Je voulais juste refaire une remarque par rapport au financement. Quand on voit la direction, comment ils réagissent avec, dès qu'on leur réclame quelque chose par rapport à une prime malversée ou autre, et ben tout de suite, on voit bien qu'ils sont près de leurs sous et que chaque euro compte. Et pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie là, depuis quelques années à essayer de dégager l'argent pour financer ce nouvel hôpital qui va coûter horriblement cher. Après, on peut mettre beaucoup d'argent dans la santé, mais quand on met beaucoup d'argent dans le bâti, ça pose question énormément. Voilà, si on met beaucoup dans le bâti, c'est au détriment de la qualité des soins après. Voilà. Je voulais revenir aussi par rapport à les associations, là pour les concerts pédiatriques et tout ça. S'il y avait un enjeu économique derrière, ils auraient fait des recherches peut-être. Il y a toujours cette notion-là. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Et pourquoi sur ce sujet-là, il n'y a pas plus de recherches faites? Ça, c'est une question essentielle parce que il y a au niveau de Saint-Pazanne, mais surtout le vignoble nantais aussi, il y a énormément de cancers pédiatriques. Et ça, faut que ça soit pris en compte, faut que ce soit vraiment... Il y a tellement d'enjeux économiques derrière que bousculer un petit peu toutes les pratiques de certaines cultures, peut-être que ça peut trop bousculer un petit peu derrière. Il y a plein de raisons derrière chaque non-action. Voilà, et on peut tirer la ficelle à chaque fois. Par rapport aux ambulances, moi je me rappelle encore hier, j'étais avec une patiente qui dit mon ambulance elle arrive à quelle heure? Mais je lui ai répondu vous savez, les ambulances elles sont toujours en retard. Voilà, on est obligé de le dire parce que c'est pas le problème des ambulanciers, c'est qu'il n'y a pas assez d'ambulances et donc combien de patients n'ont pas eu d'examen parce que les ambulances sont arrivées en retard, combien de patients ont attendu des heures alors que des fois les patients ne sont même pas en capacité d'attendre parce que soit ils sont souffrants, soit ils sont désorientés, soit voilà. Donc je me posais une question par rapport aux ambulanciers parce que la notion de multisite est intéressante parce que ça permet de balayer un petit peu tous les territoires, tout le territoire et le renforcement des hôpitaux de proximité, c'est important aussi. Mais au niveau des ambulanciers, là, le fait, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité entre l'ANEC et Hôtel-Dieu et comment ça se passe? Voilà, c'était juste une petite question. Pour répondre à la question, pourquoi l'ANEC? Je suis sûre que le CHU Hôtel-Dieu est propriétaire des terrains de l'ANEC. C'est pour ça qu'il peut les vendre. Et je pense que par contre les terrains de l'Hôtel-Dieu sont peut-être des terrains propriété de la municipalité. Enfin, je sais, non, c'est pas ça. Alors, peut-être que tu pourras aider. Je vous pose la parole si vous dites que c'était pas comme ça qu'il fallait prendre les choses. En matière d'équipement public, un équipement public, c'est un équipement public. L'ANEC, imaginons que l'ANEC soit vendu, on ne prend pas l'argent, ça ne se passe pas comme ça en matière de finances publiques. L'hôpital, il trouve les solutions, les compensations, ça va dans nos impôts éventuellement, tant est que, d'après ce que j'ai compris, le CHU doit appartenir au ministère, mais ce que je peux vous dire, et c'est ça la difficulté, c'est bien ça qui nous réunit et qu'on ait par les 19 qui servent à rien, là, qui sont présents, hein, là, vous avez une société d'économie mixte qui, elle, est propriétaire du foncier. Elle porte et elle doit équilibrer, elle doit annuellement équilibrer. Donc, tant qu'il y a un projet d'hôpital, elle a un portage d'une zone pas très grande, étroite et étriquée, mais ça leur suffit. Si l'hôpital vient là, ça leur remet du beurre dans les épinards. Mais ils ne vont pas travailler sur les épinards hypothétiques ailleurs. Jamais. Sur les ambulances, il y avait une question. Alors, pour les ambulances, oui, on est en retard, effectivement. Non, mais la situation, comme j'expliquais, elle a évolué ces dernières années.
vous n'aviez pas ces problèmes il y a 4-5 ans? Ben non, parce qu'en 2018, sous la pression de certains, on va dire, l'article 80 de la loi de finances de la sécurité sociale est passé par là et a attribué ce rôle, enfin ce financement aux hôpitaux de gérer leurs transferts interhospitaliers et extra-hospitaliers qui rentrent dans cet article. Donc appel d'offres. L'appel d'offres, voilà, c'est les gros groupes qui ont pu répondre et où l'hôpital pensait pouvoir exercer une certaine pression, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est les groupes qui tiennent l'hôpital pour ce qui est des transports. Et tout simplement, vous allez voir à 14h sur les parcs de certains de ces groupes, les ambulances elles sont là, les DSL sont là, ils ne sont pas sur la route, on se bat avec la RS, parce que la RS n'arrête pas de nous dire les autorisations ne vous appartiennent pas, d'accord, on est bien d'accord, mais alors justement, comme on est tenu à numerus clausus, redistribuer ces autorisations à des sociétés, à des TPE, des PME qui s'engageront à les faire rouler. C'est pas le problème. Là maintenant, la situation c'est que le salarié, enfin l'ambulancier qui est auprès du patient est une valeur d'ajustement, et la première valeur d'ajustement, c'est le patient quoi. Alors on va préférer faire attendre un patient 2-3 heures, mais que le véhicule tourne à 100% de sa capacité, quoi. Et en plus, la période Covid n'a pas arrangé les choses, puisque les transports partagés en assis n'est plus possible. Donc là, on a réellement un gros problème. On a des enfants, on a des parents en larmes qui appellent régulièrement, on a des enfants qui sont en défaut de soins, c'est plus possible, c'est pas possible. Ah oui, pour les transferts interhospitaliers, alors si je vais vous donner la primeur, le CHU a fait une demande d'autorisation supplémentaire qui devrait leur être attribuée pour les transferts interhospitaliers dans la journée entre le CHU et la ENEC pour essayer au moins de combler cette difficulté-là. Alors, il y a 3 sociétés qui ont le contrat, il y a 3 groupes d'ambulances qui ont le contrat interhospitalier et en plus le service ambulance de l'hôpital. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, interventions? Oui, je voudrais parler un petit peu de finances. Pour ceux qui ont des insomnies la nuit, il y a une très bonne lecture à faire, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. C'est souverain, hein, si vous avez des insomnies, c'est parfait. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit, premièrement, je résume en termes à peu près français et clairs, le projet est mal bordé. C'est-à-dire que ce n'est pas défini, ils ont écrit ça au début de l'année dernière, et on voit encore maintenant qu'ils envisagent de préempter des terrains supplémentaires, enfin bref, le projet, on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec précision, alors qu'on nous dit partout que les travaux sont commencés, mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire. Si avec ça, ça ne serait pas grave. Le deuxième défaut qu'ils disent, c'est qu'ils doutent fortement de la faisabilité du projet dans l'enveloppe qui est définie. Et ils ont raison de douter, parce qu'on prévoit 953 millions pour faire 1300 lits. Le dernier chiffre qu'on a eu, c'est à Paris, pour reconstruire Beaujon et Bichat. On le refait sur un ancien terrain Citroën, on ne fait que 900 lits et ça coûte 1,3 milliard. Donc c'est un tiers plus petit que nous et c'est 40% plus cher. Donc cherchez l'erreur. Agnès a dit tout à l'heure, ça va coûter entre 1,4 milliard et 1,7 milliard. Je ne serais pas surpris si on était même au-delà d'1,7 milliard. Le troisième problème soulevé par la Chambre régionale des comptes, c'est la soutenabilité, c'est-à-dire est-ce que le CHU sera capable de payer, et là Agnès a bien dit, c'est avec la marge qu'ils font, est-ce qu'ils sont capables de rembourser les emprunts? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le financement qui est prévu pour notre superbe CHU sur l'île de Nantes est extrêmement défavorable, puisque le CHU finance plus de 60%. On a vu que tout récemment, Nancy s'était fait rallonger un petit peu la sauce par notre cher Premier ministre, et l'État finançait 70%, c'est-à-dire que le CHU ne finance que 30%. Nous, c'est le contraire, on finance 60%.
et on finance un truc qui sera beaucoup plus cher. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, le site est extraordinairement mauvais. J'avais eu, alors j'avais pas le droit de le dire, mais comme vous l'avez dit, maintenant je le répète, j'ai des rapports assez proches avec un expert qui me dit il y a un travail pour une demi-douzaine d'experts pendant 10 ans à se bagarrer sur les fuites qu'il y aura dans les cuvènements, sur les 2600 poteaux qui vont s'enfoncer plus ou moins parce qu'ils ne vont pas forcément les faire jusqu'au roc, etc. C'est un site extraordinairement difficile, extraordinairement défavorable. Les promoteurs immobiliers y vont à reculons. Et les informations qu'on a eues d'ailleurs, c'est que les consultations qu'il y a eu là sur le CHU de Nantes, les entreprises ne se bousculent pas. Là aussi, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais Bouygues n'a pas répondu à l'appel d'offres. Alors que c'est vraiment un énorme chantier qui est tout à fait dans les cordes de Bouygues. Donc, ils n'ont pas répondu parce que, d'une part, la conjoncture, on est en surchauffe partout. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un gros projet comme ça et puis de laisser tomber tous les petits autres projets, etc. Et là, je parle que de gros œuvres, mais dans tout le détail, dans toutes les entreprises du bâtiment, il y a une surchauffe généralisée. Donc, surchauffe, ils vont avoir du mal à trouver des entreprises et ils vont les payer à prix d'or. Et comme, ce que je disais tout à l'heure, le projet est mal défini, le projet il va évoluer au cours du temps, donc non seulement on va payer à prix d'or, mais après il y aura des rallonges qui se font payer encore plus cher, parce que quand vous avez signé avec une entreprise et que vous modifiez votre projet, vous vous faites matraquer. Donc de toute façon, on va vers un désastre financier absolu, et ça je crois qu'il faut en être conscient. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Il y a d'autres interventions, des questions? Ah, on a une question. Oui, c'est une petite question pour monsieur le géographe. Vous avez, me semble-t-il, parlé, ou je ne sais plus, parlé peut-être d'un livre en gestation sur le problème du CHU, de la santé. Est-ce que vous pourriez, on va l'avoir dans les mois à venir, dans les années, enfin nous donner quelques informations? On est avide, impatient. Merci, cette question elle est totalement innocente et donc avec lui produit des livres et des cartes dans des processus qui à chaque fois sont différents. On en avait fait un sur Yellow Park qui d'une certaine manière avait un petit air de famille avec le projet de l'hôpital, puisqu'il s'agissait de construire un nouveau stade à 50 mètres de l'ancien stade qui aurait été détruit. Alors ce projet a été abandonné. Voilà, il y a d'autres projets un peu conséquents sur lesquels on est intervenu, comme le projet de la carrière Misérie de l'Arbre Héron, sur lequel on sort un petit livre complémentaire bientôt. On a aussi des projets dispersés, comme par exemple la rénovation un peu sauvage du quartier de Pont-Rousseau à Rosé. Ben voilà, chaque chose est singulière. Alors ce travail d'enquête là sur le CHU, bien sûr, il est très modeste et bien d'autres gens sont au travail. Hein. Vous en êtes là ce soir un certain nombre. J'ai l'impression que s'il y avait un livre à faire sur le CHU, il y a plusieurs livres possibles. Et un premier livre serait une somme assez exhaustive, assez complète de tout un tas de données. Bon, qui sont en partie des données de santé françaises resituées à une échelle métropolitaine, mais qui sont aussi des données purement effectivement urbaines, géohistoriques, liées à la trajectoire urbaine de Nantes, là, depuis une quarantaine d'années. Voilà, alors peut-être que ce livre, il serait intéressant en soi, mais qu'il n'aurait pas de public. Voilà, j'ai l'impression que petit à petit, on va vers un objet beaucoup plus petit, plus modeste, peut-être mieux écrit, peut-être moins sourcé aussi, et qui vise à la fois à décaler, ou plutôt à élargir la critique de ce projet, et aussi quand même à le remettre dans un ensemble de projets nantais. Alors, pour reprendre quelques éléments qui ont été dit tout à l'heure, effectivement, il y a un certain esprit de nantais qui se développe autour de l'attractivité, de l'excellence.
bon, peut-être que ce projet voilà, fait partie de la galerie de portraits auxquels nous devons nous atteler. Voilà, et me semble-t-il, ce projet, il est assez... il est quand même assez peu cohérent avec une partie de la dynamique sociale ou sociétale nantaise, notamment les dynamiques de l'économie sociale et solidaire, les dynamiques écologiques, certaines traditions sociales. Voilà, donc c'est un objet un peu en rupture, comme on dit chez Macron, on dit un objet en disruptif, voilà. C'est un hôpital un peu disruptif malgré tout, comme l'était le projet de nouveau stade, comme peut-être l'Arboréron. Voilà, donc ces grands projets, ils ne représentent pas 100% en fait, de l'action publique métropolitaine, mais néanmoins, ils sont des projets assez lourds et très conventionnels, très conformistes dans leur vision respective. Oui, bah, je crois qu'il faut juste s'opposer assez frontalement à ce projet-là. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de solution. Et sur ça, la radicalité peut être assez diffuse. Ouais. On a une réaction. Oui, merci déjà pour vos interventions qui étaient très intéressantes. J'ai l'impression que, bon, on est quasiment toutes et tous d'accord pour dire que le choix de ce site n'est pas un très bon choix. Il y a eu il y a une tonne d'arguments pour le dire. J'ai l'impression quand même qu'il y a un clivage, une ligne de tension entre les différents intervenants, et qui pour moi est un élément central du débat, mais sur lequel il est difficile de débattre, c'est la question de la centralisation ou pas de l'hôpital. Donc quand j'entends par exemple Daniel Duvaux ou Bernard Lemével, la centralisation des antennes hospitalières est une évidence parce que ça va éviter des trajets entre l'ANEC et Hôtel-Dieu par exemple. C'est une évidence parce que pour la recherche et puis les médecins, on aura tout le monde sur le même site et donc ça devrait faciliter les échanges et on devrait mieux travailler en équipe. Et de l'autre, on entend par exemple un Frédéric Barbe qui va dire non mais cette centralisation, derrière, c'est des énormes structures dans lesquelles, ça c'est la tendance de ces décennies passées, c'est où il y a de moins en moins d'accueil et de moins en moins enfin on accueille moins bien les patientes et les patients, on prend moins soin d'eux, il y a moins de liens humains. Et donc cette centralisation n'est pas forcément une évidence pour tout le monde et j'aimerais bien quels sont les arguments finalement pour étayer un des propos ou l'autre en tout cas. Et pourquoi parce que là si on entend, ok, donc s'il faut juste de la centralisation et qu'on a un problème de site, eh ben on met tout à l'ANEC et le problème est réglé, bon, s'ils veulent bien le faire. Mais c'est bien ça. Mais après on peut quand même s'interroger sur quel est l'hôpital, quelle est la vision de l'hôpital qu'on veut aussi derrière, parce que j'entends encore une fois Daniel Duvaux qui dit oui mais à l'ANEC on peut installer plein d'entreprises, de start-up, etc. Et donc avoir plus de liens entre l'hôpital et des structures privées. Moi je pose la question, est-ce que c'est une bonne chose? Quelle est la nature des liens qu'on veut? C'est quoi l'écosystème? Parce qu'on voit depuis des années l'entreprise, les start-up qui rentrent au sein de l'hôpital. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça ne s'accompagne pas de mini-privatisation au sein de l'hôpital public qui vont de pair avec moins de soins ou une prise en charge moindre pour les patientes et les patients? Voilà, c'est un panel de questions. Merci. Je crois qu'on a une réaction aussi. Alors, la centralité. Mais qu'est-ce que c'est un centre? Je vais vous dire quelque chose, et là, je ne vais pas mimer Dali, mais pour moi, le centre du monde, c'est moi. C'est-à-dire que toute ma journée, j'ai vu à partir de mon point de vue. Même quand je déjeune et que je me fais servir dans un restaurant, ce qui m'est arrivé ce midi, c'est ma centralité. Et ce soir, ce débat,
choisi, c'est une centralité. On est les seuls à débattre de cela ce soir. Bon. Quand on parle de centralité, qu'on parle de Nantes, Nantes est une ville, excusez-moi, je vais le dire pas trop fort parce que ouais, c'est une petite ville quand même, c'est une petite ville. Et Nantes vit sa centralité dans son centre historique. On dépasse la cathédrale, on n'est plus dans le centre, vous savez très bien. C'est pas loin là, il n'y a jamais eu, regardez la façon dont on traite le quai de la Fosse. Regardez comment sont traités tous les quais dans toute l'Europe, y compris à Paris. Et ici, j'ai travaillé sur les quais à Bordeaux. Quand j'ai travaillé, j'ai remarqué qu'il y avait 76 petits estaminets sur tout le port. Des petits estaminets, c'était un bar, il est impossible de mettre une ou deux tables. Et j'ai dit, mais putain, reculez le tramway, ils voulaient mettre le tramway tout compte. J'ai dit, reculez, mais donnez de l'air, faites des trottoirs. Ah, pardon. Mais vous m'entendez pas comme ça? Bon. Et alors, non, mais, eh bien, ils ont fait ça, ils ont... il y en a plus 76, il y en a 96. Alors que si vous baladez sur le quai de la Fosse, c'est que des commerces qui ferment. C'est pas terrible, c'est pas bien. La centralité, aujourd'hui, quand est-ce qu'on réellement, et il le sait l'ambulancier, quand est-ce qu'on rentre dans la centralité? C'est quand on commence à être encombré. Ben, ça commence à Pirmil. La centralité de Nantes, elle commence à Pirmil. Et donc, dans mon point de vue, et donc jamais, bien sûr que la centralité, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la modernité de la centralité, c'est l'accessibilité, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la façon dont on peut aller facilement quelque part. C'est bien le drame de toutes nos villes, avec des grandes surfaces en périphérie, qui drainent totalement. Pourquoi eux, intelligemment, ils savent se placer à Saint-Herblain, à Rezé, aux Sorinières, partout? Parce que c'est là où ils captent le maximum de gens. Et que quand il s'agit de faire un hôpital, on est incapable d'être aussi intelligent que Carrefour ou Leclerc. C'est quand même ridicule, avouez quand même. Non, mais je t'ai dit ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des tramways. Mais ils ont des parkings, ils se débrouillent. Et ils regardent où ils s'installent. Pour que les gens, bon, sauf à Noël, où c'est toujours un peu encombré, mais on y accède assez facilement. Parce qu'ils font des études de circulation. Et ça, c'est personne. Il y a une étude de circulation préalable à l'implantation du futur CHU sur l'île de Nantes. Pas du tout. D'entrée, les gens ont dit, mais il n'y a que 4 ponts. Un pont, c'est très fragile, c'est inaccessible. Non, j'ai pas raison. Voilà. Et je ne circule qu'en vélo. Alors, je vais beaucoup plus vite qu'une ambulance. Merci. Ah, on a une autre réaction. Dans vos remarques, madame, je pense qu'il ne faut pas confondre centralité ou centralisation et regroupement des services dans une unité de lieu la plus commune possible. C'est pour moi deux aspects différents. Il y a une partie, je dirais, la centralité, c'est plutôt de l'urbanisme. Moi, je suis sur l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire la capacité à fonctionner de façon optimale d'un grand hôpital multidisciplinaire. J'ai connu, au début de ma carrière, le fait de faire ma spécialité, la chirurgie cardiaque, et j'étais à l'ANEC, le vieil hôpital de l'ANEC, tandis que le service qui nous fournissait les patients, c'était la cardiologie. Elle était à l'Hôtel-Dieu. Je peux vous dire que c'était pas simple, toujours, de gérer les dossiers. Alors que quand on s'est tous retrouvés à l'hôpital Nord, cardiologue, pneumologue, chirurgien cardio-thoracique, dans la même unité de soins, c'était très largement au bénéfice des malades. Pas simplement au confort des médecins qui pouvaient se rencontrer très facilement, mais s'il y avait ce confort, c'était dans l'intérêt des patients. La vocation principale de notre métier, c'est quand même l'humanité. D'accord, il y a du bricolage quand on est chirurgien, mais avant tout, c'est le contact avec le patient, c'est l'humanité. Cette humanité, vous l'avez si vous êtes dans un certain cadre, je dirais, géographique,
qui permet un regroupement, qui permet de discuter facilement. Et puis quand il y a des urgences, on n'est pas obligé de dire « Ah ben, désolé, monsieur Rioux, il faudrait quand même que vous nous envoyiez une ambulance parce que le malade que j'ai là, il faut l'envoyer à l'hôpital dans le centre-ville. » Non, il faut regrouper. Ça, c'est une chose extrêmement importante. On abordera la semaine prochaine le problème qu'il ne faut pas laisser le centre-ville de Nantes désert de capacité de soins. On en est bien d'accord. Mais un CHU, avant tout, c'est un principe, je l'ai rappelé, un centre hospitalo-universitaire. Il faut le meilleur regroupement possible de toutes les grandes spécialités. Et puis que l'on mette sur place le plus proche du centre-ville et facilement accessible là encore, et pas sur des ponts fragiles, etc. Les soins, je dirais, comme on dit dans notre jargon, la petite bobologie qui va quand même décharger un certain nombre de cas de nos médecins traitants, de médecine générale, etc. Et vous voyez, ne confondons pas centralité et regroupement. Hein, c'est deux choses différentes. Géographiquement, la centralité, c'est une chose tout à fait, je dirais, urbaniste. Et ce n'est pas du tout le sens de notre intervention à M. Lemével ou à moi quand on vous a dit c'est bien qu'on puisse regrouper les différentes spécialités primordiales, essentielles, ensemble, pour mieux travailler, toujours dans l'intérêt du patient. Alors quand vous laissez entendre que parce qu'on va regrouper, on va faire cette centralisation, on va diminuer la qualité des soins. Non, vous savez très bien qu'est-ce qui fait que cette qualité des soins, par certains côtés, diminue. C'est ce qui a été expliqué, c'est le côté financier. J'ai connu ça, vous savez, j'ai été quand même plus de 10 ans directeur de l'Institut du thorax du CHU de Nantes, j'ai su ce que c'était que les problèmes financiers. Hein, c'était toujours les sous, les sous, les sous. Vous aviez besoin de matériel, vous aviez besoin de plus de personnel, c'était les sous, les sous, les sous, toujours. Et toujours plus d'activité, et toujours avec le moins d'heures supplémentaires possible. C'est là où il faut repenser, et ce sera le sujet d'une des dernières interventions, c'est-à-dire la santé demain, comment est-ce qu'on veut qu'elle soit organisée, hein? Il faut qu'on la dégage un petit peu de contraintes purement capitalistiques, si je peux me permettre. Mais juste pour clarifier ce que vous dites que c'est mieux d'avoir un site unique, mais par contre qu'on s'en fout qu'il soit au centre, mais que l'idée c'est qu'un site unique, un regroupement... Oui, c'est le résumé, si vous voulez, de mon état d'esprit. Un site unique qui n'empêche pas, comme je l'ai dit, qu'il y ait une sorte de délégation, si vous voulez, locale, centralisée du coup du centre-ville de Nantes pour des raisons d'organisation, de fonctionnement avec les différents médecins. Mais il faut un site unique. C'est comme ça qu'il sera le mieux opérationnel et le plus performant. Oui, je comprends parfaitement ce que vous dites, M. Duvaux, mais on n'a peut-être pas obligation de tout regrouper. Je pense notamment au pavillon de la mère et de l'enfant, qui est complètement indépendant. Il a son propre service d'urgence, il a son propre service de réanimation, il a son propre service de chirurgie cardiaque, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc il peut travailler d'une façon tout à fait autonome, il n'est pas obligé que le pavillon de la mère et de l'enfant qui a été refait il y a quelques années suive le reste du CHU. On pourrait très bien imaginer que ce pavillon reste où il est. C'est une supposition. Vous avez raison. Attendez, on peut peut-être... Oui. Je prends juste une intervention Non, derrière. oui, mais je et après, réponds à monsieur. Je sais, mais... C'est logique. Il y a d'ailleurs de fortes chances, comme on dit en attendant, il y a de fortes chances que pour des raisons de rentabilité, on le transporte, parce que plus on transportera de choses, plus ça amènera des financements possibles. Et ça, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Je sais pas, moi, je vais apporter. Il y a de quoi. Moi, je peux parler comme ça, moi ça me dérange pas. Non. Ah, bah non. Comment je peux parler Non, alors, je vais juste amener plusieurs questions. C'est indéniable, il y a des services qui ne peuvent pas fonctionner séparés, et qu'il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Voilà, il faut déterminer quel service et tout ça. Voilà. Après, de tout regrouper en même endroit, si on habite au nord de Nantes, eh ben, on est bien content d'avoir l'hôpital public au nord, mais si on habite au sud, eh ben, on est complètement éloigné de l'hôpital public. Donc ça fait partie d'une des questions. Est-ce qu'on doit être éloigné de tout accès aux soins publics ?
Voilà, donc c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et sur le site unique, il y a une autre question qu'il faut qu'on se pose aussi, qu'il ne faut pas qu'il y ait le travers de vouloir mutualiser et tous les services pour fonctionner à minima et pour qu'il y ait moins de soignants, moins de lits dans un même endroit et voilà, et que ça soit finalement un hôpital qui ne réponde pas aux besoins de santé. Parce que là, c'est ce qu'ils essayent de faire, hein, sincèrement. Depuis des années et des années, là, ils essayent de réorganiser l'hôpital, de mutualiser. Et là, on se retrouve à avoir plus de soignants. On a encore reçu un mail aujourd'hui pour nous demander de faire des heures supplémentaires sur nos vacances parce qu'il n'y a plus assez de soignants à l'hôpital. Et vu que les conditions de travail sont tellement dures, tout le monde part. Tout le monde part parce que ça devient critique. Donc à un moment donné, il faut savoir vraiment quels sont les besoins pour bien répondre à l'ensemble. Et je ne sais pas si c'est de dire « Ah bah faut mieux tel truc, faut un site unique absolument, voilà ». Comment chaque service peut fonctionner ensemble. Il faut vraiment essayer de prendre une vue plus d'ensemble pour pouvoir répondre vraiment à tous les besoins, donner aux soignants envie d'avoir des bonnes conditions de travail et aux patients une bonne qualité des soins, parce que là, on la perd de jour en jour et c'est catastrophique, sincèrement, je vous l'assure. Monsieur, d'abord, sur le problème de la mère et l'enfant, oui, c'est une entité qu'on peut imaginer plus facilement que d'autres, un petit peu dissociée. D'ailleurs, dans le début du projet, dont on a rappelé la date en 2008, je me souviens très bien, on a les 2 premières unités qui étaient censées s'installer rapidement sur l'île de Nantes. Ça devait être un peu mon départ à la retraite, c'est vous dire. C'était justement l'Institut de néphrologie, urologie et transplantation rénale et l'Institut thoracique de transplantation thoracique et cardiovasculaire. Et je me souviens déjà que quand on parlait du projet de ce CHU, le pavillon de la mère et de l'enfant ne faisait pas partie des projets immédiats de transfert. C'était éventuellement à distance plus tard en fonction d'eux. Je suis tout à fait d'accord. Pour répondre à ce que dit Madame par rapport, je dirais, à la qualité des soins et à la peine et la charge extrêmement importante demandée au personnel, j'en suis bien conscient. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, je rappelle que je plaide pour un regroupement des services, mais pas du tout pour qu'on diminue le nombre de lits, on diminue le nombre de personnel sous prétexte que les services sont les uns à côté des autres. Ça, c'est un non-sens. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une question qui doit se poser dans les prochains débats de l'hôpital et la santé, c'est comment organiser la santé de demain. Mais cette organisation-là, elle est liée essentiellement à des projets d'organisation de personnel et de fonctionnement, mais pas sur la localisation des différents services. Merci. Je me permets de vous lire ce qu'avait dit Gérard Brovelli, maître de conférence honoraire à l'Université de Nantes, fin avril dans Ouest France sur ce sujet. Alors je cite: « On doit souligner que parmi toutes les métropoles françaises, Nantes est la seule à faire ce choix du regroupement sur un seul site. Difficile de justifier un tel choix alors que l'offre privée se développe sur 3 sites périphériques, plus la clinique Bretéché. Inévitablement, les patients seront conduits au choix de la proximité. » Après, il enchaînait sur « Mais on est frappé de constater les extensions du secteur privé autour de leur site, tandis que le nouveau CHU réduit encore son nombre de lits et ne pourra s'étendre sur son nouveau site. » Est-ce que on a des réactions peut-être de géographes aussi? Mais très juste. Le CHU, c'est quelque chose de très important. C'est même le bâtiment phare de tout ça, de ce que vous dites. Et c'est, je répète, comment expliquer, c'est un tout petit truc. Il n'y a pas de vision. C'est-à-dire que tout va c'est ça qui est partout, tant qu'à faire quelque chose de grand, quelque chose qui réponde à des tas de choses. Là, c'est étroit. Ça ne pourra pas s'étendre. Un CHU, c'est un grand centre de recherche. Qu'est-ce que sera la recherche? Qu'est-ce qu'il peut dire? J'ai entendu tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait des possibilités de start-up. Peut-être que c'est intéressant. Moi, j'ai travaillé sur un laboratoire pharmaceutique en Suisse qui s'implantait justement avec des start-up.
qui voulait s'implanter près d'un hôpital pour bénéficier du dialogue entre des praticiens, création, entre des praticiens et des chercheurs, parce que c'est une recherche privée. Mais c'était intelligent. Et ils nous disent il faut de l'espace, comment voilà. J'étais très content de travailler là-dessus. Et c'est ça la dimension. Il ne s'agit pas de faire un centre de soins. Il s'agit de faire un centre universitaire. Et ce sera quoi dans 10 ans? On ne sait pas. Il va falloir des terrains, il faut des extensions possibles. Je sais bien que tout fonctionne beaucoup avec Internet et que ça compte. C'est une façon de diffuser. Mais il y a des contacts humains fondamentaux. Moi, j'étais un jour avec le PDG de Sanofi en banlieue parisienne et je lui dis je voulais qu'il me dise la proximité des hôpitaux. Je disais, mais quel intérêt vous avez à être là? Et lui, il voit un urbaniste, il croyait que je pouvais lui confisquer ses terrains. Alors, bien attention, hein, c'est très important qu'on soit là, parce que nos chercheurs peuvent bouffer avec le professeur machin qui est à la Pitié-Salpêtrière à Montparnasse le soir, et c'est ça qui compte, parce que il y a la recherche fondamentale, et puis il y a comment on découvre qu'un glaçon qui fond dans un verre ne fait pas déborder le verre. Ben, le chercheur, il vous a dit, on a vu ça à l'apéro, on était entre copains, on prenait l'apéro, puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe, ça déborde pas, pourquoi? Et après, ils ont fait tout. Voilà, bah, c'est tout. Comme quoi, il est l'heure de l'apéro, hein, je vous signale. Est-ce que, Frédéric Barre, vous avez une réaction peut-être Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? Peut-être c'est remettre ce projet dans un ensemble de projets, dans un récit métropolitain. Nantes Métropole, la ville de Nantes, elle est quand même caractérisée par une action publique assez volontariste, assez structurante. Beaucoup d'acteurs doivent quelque chose à l'action publique. Alors on l'a vu dans une controverse comme celle du projet d'aéroport, il y a quand même un effet de contrôle très sévère de la parole d'un grand nombre d'acteurs. Parole qui ne s'est pas exprimée pendant longtemps et qui ne s'est révélée publiquement que petit à petit après l'amendement du projet en 2018. Moi qui ai fait une enquête plus poussée sur Yellow Park, je crois qu'un certain nombre d'acteurs publics de l'urbanisme nantais, y compris des cadres et des directeurs de sociétés d'économie, le SEM, public, était tout à fait contre le projet de nouveau stade et les conditions d'attribution d'une parcelle de 20 hectares comme ça à un promoteur privé, en dehors des procédures, disons, habituelles. Alors j'ai l'impression que dans le CHU, c'est un peu pareil en fait. Le réveil est un peu tardif. Des actes forts comme la contestation du permis de construire n'ont pas été faits. Et l'effet de tabou est quand même quelque chose assez constitutif de la vie politique nantaise. Alors voilà, c'est peut-être renouveler ce signal d'alerte. En fait, c'est comment la communication publique, les services rendus, le subventionnement des acteurs, finalement, produit un débat public qui est altéré. Et souvent, ce sont des catégories, disons, un peu marginales. Je pense à la Beaujoire, par exemple, ce sont des supporters ultra et des riverains qui ont été très, très actifs, mais on pourrait dire un peu seuls aussi. Voilà, pour la ZAD, c'était encore d'autres catégories. Voilà, pour les CHU, c'est encore une autre situation. Mais je trouve que ça interroge vraiment l'état de la vie politique locale dans une métropole et finalement les conditions d'une décentralisation, d'une métropolisation sans beaucoup de contre-pouvoir. Voilà. Donc c'est pas hyper optimiste un peu ce que je suis en train de raconter. Mais peut-être qu'on le retrouve dans des grandes situations comme les projets qu'on a évoqués. On voit aussi qu'il y a plein de petites situations
à l'échelle, je sais pas, d'un rond-point, d'une rue, machin, qui se passe pas très bien non plus. Voilà, donc c'est cette idée peut-être que la controverse, en tout cas, nous est nécessaire et qu'elle est l'espace de délibération en l'état, puisque sans controverse, il n'y a pas de débat. Voilà. On a une intervention devant. Oui, je voudrais rappeler que récemment, il y a eu 2 consultations citoyennes à Nantes, organisées par Nantes Métropole. D'une part sur l'intérêt d'un CHU sur l'île de Nantes, et que la grande majorité des répondants ont rejeté le site de l'île de Nantes comme n'étant pas adapté à un CHU à venir. Alors je ne sais pas ce que la métropole fera de cette consultation, mais c'est elle qui l'a lancée, et la réponse des citoyens était de dire on n'en veut pas. Première chose. Une deuxième consultation a eu lieu sur le projet tramway, des 3 lignes de tramway qui vont du point de Bretagne desservir l'île de Nantes, en fait desservir le CHU. Et là encore, il y a eu une consultation citoyenne large, avec beaucoup de cahiers d'acteurs, de réflexion, et la grande majorité des réponses était de dire on n'est pas très favorable à cela, d'autant plus que ce sont les gens de la première et deuxième couronne qui forment la patientèle majeure du CHU et qui n'étaient pas du tout intéressés par ces 3 lignes de tramway à 350 millions d'euros, mais étaient beaucoup plus intéressés par une ligne de tramway allant vers l'hôpital Laennec, directement, éventuellement dans l'hôpital. Donc voilà 2 consultations citoyennes que Nantes Métropole a faites, dont les réponses ont été toutes négatives. On ne veut pas du CHU sur l'île de Nantes, on ne veut pas des 3 lignes de tramway, on veut favoriser les habitants de la première et deuxième couronne. Et je ne sais pas ce que Nantes Métropole fera de cette consultation. Et c'est quand même un peu étonnant qu'on lance des consultations et que finalement ça tombe dans un désert d'oubli assez extraordinaire. Merci, je veux bien compléter. Effectivement, il y a une sorte de paradoxe vraiment intéressant. C'est que ce qu'on appelle en sciences sociales le tournant participatif, il est assez illustré et mis en pratique effectivement dans la ville de Nantes et dans la métropole. Et donc il y a effectivement beaucoup de commissions, de choses comme ça, peut-être que vous les avez évoquées. Et on pourrait dire qu'il y a une forme d'acculturation à la participation dans la population, disons, qui s'intéresse ou qui a le temps de s'intéresser à la chose publique. Et peut-être pour raconter une micro-anecdote, parce qu'il y a des acteurs quand même comme l'État ou comme les agences publiques, je pense à la Commission nationale du débat public, qui ne pouvaient être sollicités en fait sur le cas du CHU puisque le domaine hospitalier échappe à son cadre de référence. Ce n'était pas le cas pour un stade de football. Donc déjà, il y a des failles énormes dans la culture participative française. Lorsque les associations de riverains du stade de la Beaujoire ont évoqué cette question de la participation face aux 2 représentants de la CNDP qui contrôlaient vaguement la concertation garantie sur le projet de stade privé, ils ont dit à ces représentants de la CNDP, nous à Nantes, nous avons une forte pratique de la concertation et nous croyons à la participation. Et assez paradoxalement, en fait, les gens de la CNDP sont plutôt moqués en fait, de cela, alors même que ces habitants pointaient en fait le décalage entre le discours participatif, le fait qu'il y a beaucoup d'actions engagées, et qu'au final, sur un certain nombre de projets, en fait, soit les concertations ont des résultats qui sont ignorés, soit il n'y a pas de concertation. Voilà. Donc on est dans un paradoxe supplémentaire.
Est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres réactions? Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est une franche contradiction avec ce qui a été globalement évoqué par tout le monde. On voit personne ici qui nous défend le site sur l'île de Nantes, puisque là c'est bien le sujet. Alors je voulais savoir s'il y avait des contradicteurs, fervents défenseurs de ce site qui voudraient bien le justifier ici. Alors je pense qu'il n'y en a pas, et c'est vrai que là je fais partie du collectif depuis quelques temps, et moi je suis allé les chercher quand ils tractent là en ce moment parce qu'il y a les élections bientôt. Et donc ces gens-là, ils vont me donner des arguments comme « Ah mais oui, pour les ambulances, voyons, il y aura les voies de bus sur les ponts qui permettront aux ambulances de passer. Et puis il y aura un tram. Donc tous les gens qui se passaient déjà d'ambulance pour aller au CHU continueront de s'en passer puisqu'ils pourront prendre le tram. Et il y aura même des pistes cyclables exclusives sur les ponts, puisqu'on va élargir le pont, etc. » Donc vous voyez, ça c'est des arguments donc, qui sont complètement fallacieux et qui ne passent pas du tout par rapport à d'autres arguments sur la circulation que vous avez pu évoquer, voilà, l'intérêt d'avoir un hôpital excentré. Pareil sur le site de l'île de Nantes, ils vont dire « Oh, mais il n'est pas inondable, il sera inondable que dans 30 ans. » Alors voilà, admettons. Moi j'en sais rien. Mais admettons qu'il ne soit inondable, comme vous dites, que dans 30 ans. Est-ce qu'on construit un hôpital pour dans 30 ans? Même si c'est dans 80 ans, est-ce qu'on construit un hôpital pour 80 ans? Après, il y a des gens qui disent un hôpital sur une île, c'est débile, stratégiquement, on casse les ponts et puis il n'y a plus d'hôpital. Imaginez qu'on soit en guerre. Puis on ne va pas être en guerre. Bah, ça dépend. Si on construit un hôpital pour 80 ans, il y a 80 ans, on était en guerre. Donc voilà, il faut voir aussi l'échelle de temps sur laquelle on investit. Donc, je leur demandais, mais venez parler, venez donner vos arguments au mardi de la santé. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ah ben non, moi je sais ce qui est bon, moi je connais le pragmatisme, je suis un politique, je sais ce que je dois faire. Je ne vais pas aller débattre avec des gens qui sont convaincus et que je ne pourrais pas convaincre. Et moi je me dis, bah vous vous mettez exactement dans la position de celui qui est convaincu et qui ne voudra jamais changer. Donc, à partir du moment où ces gens-là refusent tout débat, effectivement c'est un problème de concertation, de participation, de débat citoyen. Il faudrait que ces gens descendent un tout petit peu de leur piédestal et acceptent que leurs croyances soient remises en question. C'était pas une question. Voilà. Si je peux ajouter, c'est des gens qui ne voient l'hôpital qu'à partir de leur point de vue, essentiellement pour la visite. C'est essentiellement une vision de visiteur. Donc, vous pourrez aller en vélo, vous pourrez aller en tramway, pas tout ça. Bon. Alors, quand on est patient, qu'on va à l'hôpital, on arrive soit en ambulance, beaucoup, soit quand c'est urgence avec le SAMU. Bon, là, tout va bien, ça peut être n'importe quoi. Là où c'est très différent, c'est le personnel soignant. Madame a dit tout à l'heure, elle a parlé des heures supplémentaires. Mais personne n'intègre dans les heures du soignant le temps de transport pour rejoindre. Eh bien, je vais vous dire, il n'est pas en boutique du tramway, le personnel soignant. Il est au-delà. Voilà. Et il y a une enquête qui a regardé où étaient les gens. Parce que ça commencerait à dire des choses. Ça aiderait à savoir qu'est-ce qui est important. C'est qu'une infirmière soit en forme, qu'un chirurgien soit en pleine forme, parce que s'il arrive crevé pour opérer, c'est pas terrible. Voilà. Et donc voilà. Et puis alors, attendez, les inondations, moi ça me fait marrer. Parce que il se trouve que je suis un grand spécialiste des réaménagements. J'ai fait les 2 plus grands réaménagements de zones inondables en France, à Brive-Charensac, c'est-à-dire sur les bords de la Loire, en amont, et sur les bords du Tarn à Montauban. Aménagement sur 7 km pour protéger. Tout le monde pense à l'eau qui déborde. Hein? L'eau qui déborde. Et c'est pas ça le vrai problème de l'inondation. C'est l'eau qui est dessous. La Loire, elle est dessous. Toutes les boires, elles fonctionnent. Dès que la Loire augmente, les marées, ça joue les marées.
quand on construit en zone inondable, tout ce qui se fait en sous-sol doit être cuvelé. Et ça pose un sacré problème, parce que le cuvelage, c'est un bateau, et s'il y a de la flotte, ben, ça se soulève. Donc il faut mettre du poids dessus. Ça se calcule. Sinon, c'est le bordel. Alors, vous voyez, et c'est ça le véritable problème. Regardez tous les hôpitaux, tous les CHU, le sous-sol compte terriblement pour plein de choses. Pour plein de choses, là, il n'y aura pas de sous-sol possible. C'est ça qu'on ne sait pas. Il n'y aura pas de parking, parce que ça sera problématique. Voilà. Et c'est ça que personne ne veut voir. C'est pas l'eau quand ça déborde. Il faudra faire attention. La loi est très précise. Hein. Il faudra être à la côte. Bon, mais au-delà de ça, c'est tout ce qui se passe en sous-sol. C'est pour ça, ça n'a pas été aussi. Je ne comprends pas. Alors, les gens distribuent des tracts, effectivement, ils disent moi, ça va, je prends. Quand je vais voir ma grand-mère, bon, d'accord. Juste sur l'accessibilité des soignants, c'est vrai qu'il y a énormément de soignants. Franchement, on n'a pas des salaires mirobolants. Il y en a les aides-soignants, les ASH. Voilà, c'est pas des gros salaires, donc on peut pas se permettre d'avoir des logements dans Nantes même, voire la première couronne, voire même la deuxième. Il y en a qui habitent au-delà de Savenay, il y en a qui habitent et qui ont plus d'1 heure de route. Et après, quand il y a les parkings limités, il y a le temps de trajet, mais il y en a qui n'ont pas d'accès au parking. Donc ça veut dire qu'il y a un temps de navette en plus. Et quand on voit, quand on sort à 22h le soir, qu'il faut prendre de l'Hôtel-Dieu, la navette pour aller aux mines et puis de rentrer chez soi après, ça fait un temps de transport énorme en fait. Voilà, donc voilà, je voulais juste rajouter si vous vouliez avoir des témoignages purs et durs. Voilà. Je peux juste demander une réaction de Patrick Yu sur toutes les questions des ambulances, sur la question de regroupement par regroupement, etc. Le regroupement, oui. De toute façon, là-dessus, on peut être que favorable. Là, on voit ce que disait aussi l'infirmière, les transferts qui sont effectués du CHU en urgence. Le patient qui a été mal aiguillé, qui présente un AVC, qu'il faut transférer sur la neuro à l'hôpital Nord, ça c'est clairement une perte de chance, quoi. Le regroupement, évidemment, quoi. Mais aussi, ce temps-là, on ne doit pas le perdre en remettant un hôpital sur une île, quoi. Parce que c'est évident que, on en parlait, mais plus de 60% des gens qui arrivent sur l'hôpital viennent au-delà de la Loire, donc viennent du nord de la Loire. On voit bien les quartiers défavorisés, etc. qui posent... Nous, on le voit à travers nos interventions. Nos interventions, on sait où on les fait. Et déjà, c'est problématique hein, quand on descend de Nantes-Nord, donc du Chêne des Anglais, à certaines heures vers le CHU. C'est pas simple. Alors que, évidemment, que s'il y avait une rocade, même une rocade embouteillée, on s'en sort. On s'en sort. Par contre, un centre-ville embouteillé, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. En plus, cet hôpital, enfin, et ça sera la même chose. Il y a des choses même si c'est pas fréquent, mais qui posent de réels problèmes. Quand on organise le marathon de Nantes, c'est extraordinaire. Il faut qu'il fasse le tour de l'hôpital et il faut qu'il coupe les ponts. Je peux vous dire que le jour du marathon de Nantes, par exemple, c'est compliqué pour accéder à l'hôpital. Ce jour-là, faites pas un AVC si vous habitez Montbert, par exemple. Des choses comme ça, quoi. Et en le mettant sur l'île, on va encore compliquer un peu plus les choses. Non, il faut regrouper, mais à l'extérieur, quoi. C'est évident. Et puis, quand même, les deux services d'urgence de l'agglomération se retrouvent à 500 mètres l'un de l'autre, quoi. Donc là, le déséquilibre, il est là, quoi. Parce que vous parliez tout à l'heure de votre accident en Vendée qui allait sur les confluents. Oui, mais l'accident à Trélières, il ira aussi soit au confluent, soit sur l'île de Lande, quoi. Donc, et c'est pareil, il y a aussi
une question de mise en danger des usagers. Il ne faut pas l'oublier, ça. Un véhicule qui roule en urgence, hein, qu'il soit rouge, blanc, vert, enfin ce que vous voulez, c'est quand même des risques potentiels. Si vous êtes sur un périphérique, c'est pas la même chose que quand vous circulez en ville, ou quelqu'un en vélo que vous entendra pas parce qu'il a un casque, etc. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est pas pensé, c'est clairement pas pensé. D'être venu, d'avoir participé. Merci à nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup pour votre présence, vos éclaircissements. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui occupe Gralin, qui nous accueille depuis la semaine dernière, et aussi toutes les personnes qui ont organisé ce débat. Je vous invite à participer au prochain mardi, donc mardi prochain, le 8 juin. Vous savez quoi, on essaiera de construire ensemble une alternative au projet, donc ça va être super intéressant. C'est le moment de sortir toutes ces plus belles idées et de voir grand. J'espère qu'on aura aussi, comme ça a été souligné juste avant, peut-être des partisans du projet. En tout cas, on les invite, nous on les attend, ils seront bien accueillis. Ce serait bien d'avoir leur point de vue parce que c'est certainement aussi très intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.